l'organisation des webinaires chez ACTN. Avec moi aujourd'hui, Luc Debert, donc, qui est Channel Manager chez D-Link. Donc, je rappelle le principe de fonctionnement rapidement des sessions de webinaire. Donc, vous allez avoir une présentation qui va durer une trentaine de minutes. Aujourd'hui, le sujet est les solutions de mobilité de D-Link et puis l'évolution du marché mobile. Donc, suite à cette présentation d'une trentaine de minutes, vous pourrez poser des questions à Luc qui vous répondra. Et pour ce faire, je recueille des questions tout au long du webinaire. Vous avez un petit menu questions dans l'onglet flottant de l'outil de webinaire. Et ensuite, je transfère ces questions à Luc et je vous débloquerai le micro pour que vous puissiez lui poser en direct. Luc, je te laisse présenter le sujet du jour et lancer donc la session. Quant à moi, je vous retrouve en fin de présentation. À tout à l'heure. Merci. Alors, bonjour à tous, Luc Debert, D-Link. Alors, je vais juste attendre que Pierre me donne la main pour partager la présentation. C'est fait, ça y est. Pierre, essayez d'être le plus court possible. En tout cas, restez dans le timing que je ne respecte jamais quand on fait un webinaire ensemble. Alors, C'est pas hop, grave. et Ça y est, on voit ton écran, c'est impeccable. parti. Parti. Donc là, c'est bon. La connexion réseau peut être de mauvaise qualité. Bon, bah écoutez, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Et Oui, puis on oui, va c'est démarrer fluide comme pour ça. moi. Pierre, s'il y a le moindre souci, ouais, s'il y a le moindre souci, tu me dis, enfin, tu Il me n'y fais a, y a signe, aucun s'il te plaît. problème. Je prendrai le relais si jamais ça coupe et on trouvera moyen de reprogrammer la session. Mais là, pour l'instant, Tout va y bien? a aucun problème. Ouais, tout va bien, c'est fluide. Bon, parfait. Alors, je vous remercie déjà d'être présent aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur l'antenne d'ACTN, nouveau webinaire D-Link, où on va discuter et parler un peu de solutions de mobilité, hein, et notamment d'offres et d'évolution du marché sur la 4G. On verra ici que la 4G nous amène des possibilités de développement, en tout cas de nouveaux services autour des périphériques mobiles qui sont nettement plus intéressants que ce qu'on était en mesure de faire avec la 3G par le passé, notamment alors premièrement par la technologie utilisée pour le déploiement des réseaux 4G en France et d'une manière générale dans le monde, mais aussi par les débits théoriques et pratiques que nous octroie la 4G aujourd'hui pour faire transiter des informations au travers du réseau mobile. L'objectif de la mobilité, enfin en tout cas des solutions de mobilité, hein, de routeurs, de modems 3G, 4G, de périphériques d'une manière générale de connexion à la 3G et à la 4G, c'est de rester connecté en permanence et très simplement. En plus de ça, d'y rester connecté avec des débits qui sont aujourd'hui et des vitesses de connexion qui sont aujourd'hui en 4G tout à fait intéressantes avec un réseau déployé en France qui commence à être plus important que ce qu'il l'a été il y a 6 mois et qui est encore en très forte progression aujourd'hui en termes de couverture réseau et de pouvoir travailler finalement de n'importe où et très simplement, ce qui est très intéressant. Alors pour des gens comme moi par exemple qui sont par nature très mobiles et très peu au bureau. Avant d'aller un peu plus loin sur le déploiement de la 4G, notamment en France et en Europe, et puis le pic finalement de périphériques connectés sur les réseaux 4G qu'on peut relever depuis plus d'un an maintenant, je voudrais apporter alors quelques définitions, quelques informations sur la 4G dans le monde, en Europe, en France, qui sont intéressantes, pardon. Alors, comme son nom l'indique, la 4G est la quatrième génération des standards dans le monde de la téléphonie mobile. On a connu l'UMTS, le GSM, la 3G, des évolutions de 3G, 3G+, H+, que certains opérateurs ont qualifié de 4G, ce qui était faux, qui était une amélioration simplement des débits et des potentiels de la 3G. La 4G, de par la technologie utilisée, qu'on verra après, est réellement la quatrième génération de progression des standards de communication dans la téléphonie mobile. Elle succède
très simplement aux technologies 2G et 3G qui sont évidemment toujours actives sur le territoire, à quelques exceptions près, puisque des opérateurs comme Bouygues par exemple utilisent des bandes de fréquences assez particulières qui étaient des bandes de fréquences en 1800 MHz qui sont celles utilisées pour le déploiement des réseaux 2G en France, et ils ont cette exception de fonctionnement qui leur permet de le faire ainsi et qui annihile finalement la couverture 2G, ce qui explique que des gens comme Bouygues Télécom se montrent en France comme étant celui qui, en tout cas, disent être ceux qui ont la meilleure couverture 4G du territoire, ce qui n'est pas faux puisqu'ils ont la possibilité de réutiliser des bandes de fréquences utilisées jusqu'alors en 2G. Les débits théoriques de la 4G, tels que définis 4G LTE, tels que définis dans les spécifications et les normes, sont supérieurs au gigabit. Ce qui est absolument colossal, hein, même si dans la pratique c'est un peu différent puisque tous les terminaux mobiles, quels qu'ils soient, hein, smartphone, CPE, c'est un boîtier de connexion, tablette, ordinateur portable, enfin tout ce qui se connecterait à un périphérique, en tout cas une cellule radio diffusant de la 4G, vont se partager la bande passante dédiée sur cette cellule. Dans la pratique, on constate quand même assez facilement des débits qui sont de plusieurs mégas, voire même de plusieurs dizaines de mégaoctets en download, ce qui nous permet d'avoir une navigation très confortable et surtout qui répond aux attentes de tout ce qui fait le marché aujourd'hui, la capacité à pouvoir se connecter n'importe où avec un débit de connexion important, pour accéder à ces données qui sont aujourd'hui de plus en plus hébergées dans le cloud, avec des fichiers qui sont parfois lourds à télécharger et qui permettent à n'importe quel utilisateur aujourd'hui, professionnel ou vous et moi tous les jours dans notre utilisation d'un smartphone par exemple, d'avoir un débit suffisant pour pouvoir répondre à ce qu'on fait ou aux usages qu'on peut avoir d'une connexion Internet. Un professionnel va s'attendre à pouvoir récupérer un fichier de 8 mégas, 10 mégas ou 20 mégas partagés en un toucher de doigt sur un smartphone. Un particulier s'attendra lui à pouvoir récupérer ou streamer une vidéo sur YouTube ou sur Dailymotion pour être un peu plus français, très facilement et très rapidement, sans coupure ou sans latence. C'est ce que nous permet la 4G aujourd'hui par les débits qui sont mis en œuvre au niveau des cellules radio. Alors, ce qui est très intéressant aussi sur la mise en œuvre de la 4G, c'est que tout ça est basé sur un cœur IP, hein. C'est-à-dire que contrairement à la 2G ou à la 3G qui était un réseau commuté, on est ici sur un réseau IP. C'est-à-dire que, et si on parle de voix, toutes les communications téléphoniques qui transitent sur un réseau 4G utilisent la voix sur IP. Ça nous ouvre la possibilité aussi, au-delà de la téléphonie, enfin en tout cas au moins en téléphonie, de faire de la priorisation de flux, enfin d'avoir la qualité de service et d'avoir finalement tous les avantages liés à l'IP à partir du moment où on fait transiter de la voix au travers de la 4G. Ça nous ouvre aussi la possibilité de faire discuter n'importe quel périphérique IP très simplement au travers d'un réseau 4G, alors au-delà des débits et du type de connexion. Et c'est pour ça que vous voyez fleurir, et je ferai une aparté là-dessus d'ailleurs en fin de présentation, des offres des opérateurs, alors SFR, Bouygues, Orange et autres, qui s'appellent des offres M2M, machine to machine, c'est-à-dire la capacité à pouvoir connecter directement sur un réseau IP en 4G des objets connectés. Hein, vous êtes probablement pas passé au travers de ces informations. Il existe de plus en plus d'objets connectés et la tendance va à l'accroissement très forte des objets connectés aujourd'hui chez les particuliers ou les professionnels, hein, que ça soit des collecteurs d'informations liés à des machines-outils qui permettent de collecter des datas qui sont ensuite envoyées sur du cloud, ce qu'on appelle du big data et ce qui peut être fait en direct, même en 3G, 4G si nécessaire, enfin, en tout cas en 4G, mais aussi évidemment n'importe quel particulier qui va s'équiper d'objets connectés à la maison, des alarmes, des caméras, des détections d'intrusion et autres, des thermostats,
des kits de détection anti-fumée, enfin tout ce qui peut aujourd'hui être interconnecté et interrogeable par un smartphone n'importe comment, peut être connecté directement sur un réseau 4G grâce à des offres machine to machine. Et on verra qu'elles sont intéressantes dans un environnement professionnel, notamment pour un usage que je vais détailler en fin de présentation, qui est l'interconnexion de caméras ou d'une caméra à distance à travers un routeur 4G et quelles sont les obligations de mise en œuvre au niveau de l'opérateur et notamment par ses forfaits machine to machine. La 4G a été mise en œuvre et disponible en Europe sur différentes bandes de fréquences. Le 800 MHz, alors le 800 MHz est une bande de fréquence qui a été rendue disponible par l'abandon de la télé hertzienne et par le passage au numérique avec la TNT. Le 1800 MHz, qui sont les bandes de fréquences utilisées en 2G, notamment GSM 2G, et qui ont notamment été utilisées très facilement et très rapidement par Bouygues pour déployer son réseau 4G à moindre frais, et le 2600 MHz. Plus l'onde est courte, plus on va loin, plus l'onde est, enfin en tout cas plus on a une bande de fréquence importante, plus on aura un intérêt à déployer des réseaux dans des communes. Typiquement, dans des réseaux très denses de municipalités, Paris, Lille, Lyon, enfin en tout cas avec un potentiel d'utilisateurs très dense, on déploie plutôt de la 4G sur des bandes de fréquence en 2600 MHz parce qu'elles sont plus courtes mais elles permettent de porter des débits plus importants que le 800 MHz qui lui va nous permettre de couvrir des distances, en tout cas aux opérateurs de couvrir des distances plus longues. C'est le principe de la télé hertzienne, on a une antenne râteau et puis un point relais qui peut des fois être à plusieurs kilomètres. Donc on va pouvoir couvrir avec du 800 MHz des distances plus longues. Par contre, on aura des débits du coup un peu plus faibles. L'attribution des licences 4G en France a rapporté à l'État français en plusieurs années, en 2 lots différents de vente de bandes de fréquences, plus de 3,5 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça a coûté aux opérateurs, ils sont 4, plus de 3 milliards d'euros. L'investissement nécessaire, enfin en tout cas l'investissement qui a été nécessaire pour les opérateurs pour acheter ces bandes de fréquences, puis pour équiper leur réseau, est colossal. Ce qui explique aujourd'hui que tous ces opérateurs ne jurent plus que par la 4G et ne vous parlent plus que de 4G et d'offres 4G et d'offres machine sous machine, etc. Parce que ça leur a coûté très très cher et on commence déjà à parler de 5G, c'est-à-dire 5e génération de réseaux, enfin de standards dans le monde de la téléphonie mobile qui sont déjà en test dans des pays comme le Japon ou en Europe du Nord, Suède, Norvège, typiquement qui sont des précurseurs dans ces métiers-là. Je vous garantis que pour la France, ça prendra un peu plus de temps parce que l'investissement qui a été consenti par les opérateurs pour pouvoir déployer avoir la possibilité de déployer et de récupérer des bandes de fréquences pour envoyer de la 4G est telle que la 5G n'est pas prête d'arriver. Donc aujourd'hui, travaillons avec ce qui existe, c'est-à-dire la 4G, qu'on va avoir encore pendant 2 ou 3 ans avant que des offres, je dirais officielles et commerciales, n'existent sur la 5e génération. Les premiers déploiements de 4G en Europe ont eu lieu dès 2009 dans les pays nordiques, Suède et Norvège, particulièrement à Oslo et Stockholm, les premiers déploiements commerciaux, c'est-à-dire la première vente d'abonnements permettant de diffuser et de se connecter à un réseau mobile en 4G. Les premiers réseaux avec un X, ce sera encore mieux, les premiers réseaux expérimentaux de 4G en France n'ont eu lieu qu'en juin 2012. Ça a été fait par Orange et si je ne dis pas de bêtises, dans la ville de Marseille. La première commercialisation d'offres 4G officielles en France, de mémoire, a été faite par SFR à la fin de l'année 2012, en novembre, et uniquement dans quelques villes, me semble-t-il, Paris et Lyon. Il a fallu presque un an, donc sur tout le courant de l'année 2013, pour que la disponibilité des réseaux 4G soit visible au-delà de quelques villes uniquement en Europe. En France, pardon. Il me semble aussi que en fin d'année dernière,
courant d'année dernière, les premiers déploiements de 4G LTE Advanced, c'est-à-dire avec des débits de 4G encore supérieurs, ont été testés sur des hautes bandes de fréquences à Bordeaux, hein, de sorte d'améliorer encore les débits utilisables sur des réseaux 4G. Ce qui explique aussi que, alors si j'en reviens aux fréquences d'ailleurs, que vous avez dans les produits, et on les verra après, 4G, 3G ou 4G, la possibilité de communiquer sur différentes bandes de fréquences, et c'est strictement spécifié dans les datasheets de nos produits qu'ils peuvent se connecter à telle ou telle bande de fréquence, 800, 1800, 2006. Tous n'en sont pas capables. Tous n'en sont pas capables puisqu'on produit on sort des produits qui sont mondialisés et qui permettent de répondre au déploiement de la 4G tels qu'ils sont faits dans différents pays. En Belgique, par exemple, le plus gros des déploiements s'est fait sur du 1800 MHz. La 4G qui a été déployée aux États-Unis, qui est les Nord-Américains étant pour le coup les déployeurs les plus avancés, n'est pas la même que la 4G qui a été déployée en Australie. En tout cas, les normes qui ont été déployées en Australie. Ce qui explique que les premiers iPads, par exemple, chez Apple, qui permettaient d'intégrer une puce 4G, n'étaient compatibles qu'avec des réseaux nord-américains. Ce qui explique que ça a coûté très cher à Apple quand il a commercialisé une offre dite 4G en Australie qui n'a pas fonctionné, puisque les bandes de fréquences utilisées par les États pour le déploiement de la 4G ont été différentes. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, ils s'appuient sur des bandes de fréquences de 2300 MHz, par exemple. Donc tout ça, ce sont des informations que vous allez retrouver dans les produits directement, et c'est très important d'y être attentif, notamment si vous voulez, en fonction, déployer ou mettre en œuvre de la 4G chez vos clients, qui puisse être fonctionnel sur les différents réseaux des opérateurs. Le 800 MHz et le 2600 MHz sont globalement utilisés par tous, mais c'est pas tout à fait vrai, et le 1800 essentiellement par Bouygues. Si on parle de débit, parce que je vous parle un peu de débit là aussi depuis tout à l'heure et de modes de connexion qui permettent d'être très rapides et efficaces, voici alors une source que je cite qui s'appelle Orange, qui est un opérateur bien connu, qui met en comparaison les temps de téléchargement de différents types de, de documents. Alors de la musique, un album, un film et un film en HD de 5 Go. En 3G, tel qu'on la connaît aujourd'hui, un film en HD de 5 Go, vous oubliez, ça prendrait plusieurs jours et c'est totalement impossible. Un téléchargement de film HD de 5 Go en 4G, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en ville, en espérant ne pas être 800, 900 ou 1000 périphériques connectés en simultané, c'est 17 minutes. Réellement, probablement un peu plus, puisque les débits sont quand même relativement fluctuants. Maintenant, pour l'usage qu'on en fait en tant que professionnel, c'est-à-dire j'ai un drive partagé par une offre d'un tiers quelconque, alors que ce soit Apple, Microsoft, Google, une CRM avait déporté avec Salesforce, peu importe, qui nécessite de télécharger des fichiers de 5, 10, 15 ou 20 mégas, on se rend assez vite compte qu'avec la 4G, quand on a un débit digne de ce nom, c'est-à-dire globalement quand on est en ville, on va pouvoir récupérer des fichiers très lourds en quelques secondes uniquement, un peu comme si on était au bureau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vais prendre mon exemple personnel, je travaille en home office, j'ai un meilleur débit en 4G que avec ma connexion ADSL. Et je suis plus stable en 4G qu'avec ma connexion ADSL, simplement parce que je suis très loin d'un DSLAM et ma commune n'est pas équipée d'un DSLAM. C'est-à-dire que j'ai plus intérêt, et finalement ça marche relativement bien aujourd'hui, à être connecté en 4G comme je le fais ici aujourd'hui en vous parlant, que d'être connecté en ADSL avec une connexion qui est peu stable et avec un débit qui est de l'ordre de maximum 5, 4 ou 5 mégas. Ça c'est intéressant parce que ça permet finalement d'avoir des très gros débits, de streamer des fichiers très importants, et puis pour un particulier, parce que globalement la demande est aussi chez les particuliers, ça permet très facilement de regarder des vidéos en ligne. Faut juste savoir que plus de 50% des vidéos qui sont consultées sur YouTube sont faites à partir d'un terminal mobile qui soit connecté, alors ou sur un réseau Wi-Fi, mais plus vraisemblablement comme c'est de la mobilité en 4G. En France aujourd'hui, pour la modique somme de 3,5 milliards d'euros, les opérateurs ont fait l'acquisition donc de deux bandes de fréquences, le 800 MHz, ils ont été trois, Bouygues, SFR et Orange, et le 2600 MHz, ils ont été cette fois quatre, SFR, Orange, Bouygues
et Free. Free n'avait jusqu'alors pas de fréquence qui lui permettait de déployer de la 4G. Et Free s'est, dans un premier temps, concentré sur le déploiement et l'installation de ses antennes pour déployer son propre réseau et ne plus être en portabilité sur les réseaux d'autres opérateurs, notamment Orange. Ceci étant, en 2600 MHz, par exemple, Free n'est capable d'équiper que des zones avec une densité de population importante et restera obligé, dès qu'on va parler de mobilité ou en tout cas de zones équipées moins denses, de garder sa portabilité avec Orange pour maintenir de la 4G ou du débit 4G aussi sur des distances beaucoup plus longues. Bouygues a fait une acquisition beaucoup plus légère de bande de fréquence dans la série des 2600 MHz, simplement parce qu'il a eu l'autorisation de l'ARCEP en France de déployer son réseau sur des bandes de fréquence en 1800 MHz, donc en réutilisant sa très forte couverture 2G historique. C'est difficile aujourd'hui de vous dire que le meilleur opérateur c'est Bouygues, SFR, Orange, Free ou un MVNO ou un tiers autre. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, celui qui semble avoir la couverture 4G la plus forte, parce qu'il avait le réseau aussi existant en 2G équivalent, c'est Bouygues. Ça ne veut pas dire que c'est le plus stable. Ça veut pas dire que c'est le plus stable. Si vous êtes globalement dans des zones qui sont denses ou si vous êtes en mobilité, il est vrai que l'opérateur historique Orange a un potentiel de bande de fréquence et d'antennes déployées qui est plus important. Il n'y a pas de vérité. Si vous voulez vous assurer que la 4G, si vous voulez mettre un routeur 4G quelque part chez un client, quand vous êtes en ville, il y a de fortes chances dans une zone dense que ça fonctionne mieux que quand vous êtes dans une zone moins dense. Mais globalement, là où SFR peut être très bon quelque part, par exemple à Bordeaux, Orange sera peut-être 200 fois meilleur à Marseille, parce qu'il a plus d'antennes relais, parce que les investissements ont été faits là en premier. Donc il n'y a pas de vérité générale. Malgré tout, le déploiement de la 4G n'est pas encore terminé aujourd'hui en France. Il y a encore beaucoup. Alors, c'est évidemment très compliqué pour les opérateurs de poser des nouvelles antennes simplement parce que tout le monde veut de la 4G, mais personne veut d'antenne à proximité. Mais ceci étant, euh, on en est encore aujourd'hui, je dirais, moi en tant qu'utilisateur, je peux le constater également, qu'aux prémices de ce que peut être la 4G sur tout le territoire. Et puis c'est une technologie dans la mesure où on s'appuie aussi sur l'IP, mais qui peut être intéressante, notamment dans des zones très mal desservies par des connexions commutées à des types ADSL classiques, où vous oubliez même jusqu'à la fibre, où finalement vous avez peut-être une connexion satellitaire pas très stable. Euh, L'État se dit que finalement il est peut-être plus intéressant de demander aux opérateurs d'équiper des zones très mal desservies ou très difficilement euh, accessibles, par exemple en montagne, à des réseaux classiques type ADSL, de desservir ça en 4G. Parce que finalement, on arrive à des débits qui seront de toute façon, quoi qu'on fasse, meilleurs en 4G qu'avec une connexion ADSL sur plusieurs kilomètres de câble. Voilà pour le. Alors, j'essaie d'être assez exhaustif. Maintenant, je travaille pas chez un opérateur, donc c'est difficile pour moi d'être très précis sur les déploiements. Mais enfin, voilà un peu l'état de ce qu'est la 4G aujourd'hui en France. Et puis, on va parler un peu de marché, parce que c'est aussi intéressant de se dire, bon, on parle beaucoup de 4G, mais est-ce qu'il y a une demande ou est-ce qu'il y a des périphériques, notamment, qui permettent de se connecter en 4G? Et est-ce que réellement le marché est demandeur de ça? Moi, je vais vous répondre oui. Alors, les slides qui vont suivre, je suis désolé, sont en anglais, puisque ce sont des données issues d'un cabinet d'analyse qui s'appelle GSA, alors, ce qui m'a intéressé moi, c'est de particulièrement me concentrer sur l'écosystème et les périphériques. On retrouve ici sur la droite de ce graphique ce que je vous disais tout à l'heure sur les bandes de fréquences, le 800, le 1800, le 2600, mais vous voyez qu'il y en a d'autres, des déploiements qui ont pu se faire sur d'autres bandes de fréquences. Je parlais d'Asie tout à l'heure, 2600 MHz, ce qui explique qu'il y a beaucoup de périphériques aussi sur ces bandes de fréquences également, mais alors ce sont des données de 2013, mais déjà dès 2013, vous aviez plus de 1000 périphériques différents
côté utilisateur capable de se connecter à la 4G. Ces périphériques, et la majorité de ces périphériques qui permettent de se connecter en 4G, sont de deux types. Les smartphones, hein, ça on l'a tous compris. Alors, à l'époque, moins les tablettes, mais surtout les smartphones, et ce qu'on appelle les routeurs, enfin les routeurs personnels, ou quand on veut, et on en parlera d'un tout à l'heure qui s'appelle le DWR 932, les hotspots personnels, hein, qui permettent d'être à la fois un relais 4G qui rediffuse après en Wi-Fi en interne, c'est-à-dire chez soi ou en entreprise. Évidemment, la tendance s'est encore très largement déployée. Euh, les tablettes, les ordinateurs portables, certaines caméras, certains périphériques tiers, des dongles, des notebooks, les ultrabooks qui intègrent généralement la capacité de pouvoir enficher une carte SIM directement dans le périphérique pour le connecter en 4G. C'était déjà à l'époque, c'est-à-dire on parle de 2013, 111 manufacturiers différents, 111 constructeurs différents qui fournissaient des périphériques, des devices de tout type capables de se connecter directement à un réseau 4G. La segmentation de ces périphériques a un peu évolué. Là où, dans les premiers déploiements, et encore une fois, la France a été très en retard sur le déploiement de la 4G parce que aussi la 3G a coûté très cher aux opérateurs. On a déployé de la 4G dès 2011 en Allemagne, par exemple, ou dans la plupart des pays européens. Les premiers périphériques, en tout cas les plus importants, qui étaient ceux à se connecter en- sur des réseaux 4G en 2011, étaient principalement des routeurs, ce qu'on appelle les CPE, des terminaux, des hotspots. Alors quand on dit hotspots, ce sont en général des routeurs intégrant une fonctionnalité Wi-Fi, des dongles USB et des ordinateurs portables, des notebooks, intégrant des modules. Évidemment, le marché a beaucoup évolué. D'abord, on a de plus en plus de périphériques connectés et très majoritairement, le marché a explosé par l'avènement des terminaux mobiles, smartphones. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus de 35% des périphériques qui se connectent sur un réseau 4G sont, et c'est même plus encore maintenant, sont des smartphones. Mais toutefois, il y a une partie du marché qui a très peu évolué, c'est-à-dire qui est toujours aussi important, même si on va le voir après, le nombre de devices a très largement explosé. Il y a un marché qui reste très important, qui est celui des CPE, c'est-à-dire des routeurs 4G, qui conservent une part de marché mondiale, européenne et française encore très forte. Simplement parce que on peut avoir plusieurs périphériques mobiles différents à la maison, un seul abonnement 4G mis dans un routeur ou ce qu'on appelle un hotspot personnel qui va diffuser de la 4G en interne et qui va permettre de se connecter. Il y a aussi un autre marché qui s'est développé par les opérateurs qui sont les boîtiers femto, hein, qui sont des micro-relais qui peuvent être intégrés en interne ou selon les opérateurs dans la box ou à l'extérieur de la box, qui permettent de faire un micro-relais dans des zones très très courtes pour pouvoir diffuser de la 4G à l'intérieur d'une maison, par exemple, et de repartir sur le réseau IP de votre box. Enfin, globalement, le plus important du marché sont les smartphones connectés en 4G, mais aussi, et ça ne se dément pas même si leur part baisse un tout petit peu, les routeurs. À fin 2012, c'est-à-dire en démarrant déjà il y a presque 2 ans, hein, il y a 2 ans, à fin 2012, on a connu, alors avec l'avènement des premières offres européennes, c'est-à-dire même si on a eu quelques tests qui ont pu être faits en Europe du Nord, mais principalement en Europe, les premiers déploiements ont eu lieu commerciaux, ont eu lieu dans la plupart des pays en 2011, en France plutôt fin 2012. L'explosion, hein, ce qu'on appelle les subscribers, donc des périphériques et des utilisateurs qui se connectent à un réseau 4G est exponentielle. Sur la seule période du quatrième trimestre, donc le passage du troisième au quatrième trimestre 2012, ce sont plus de 23 millions d'utilisateurs supplémentaires connectés en 4G dans le monde. Et la tendance n'a pas faibli, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une courbe qui continue de croître de manière exponentielle, simplement parce que aujourd'hui tous les opérateurs ne vous parlent plus que de ça.
C'était déjà près de 70 millions d'utilisateurs connectés en 4G, en permanence, très fréquemment, juste en fin d'année 2012. La croissance du marché a continué d'être sensiblement identique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à fin 2014, on parle de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs et périphériques connectés à des réseaux 4G. Comparativement à ce que ça a pu être à des âges équivalents de leur évolution en 3G, c'est 14 fois plus de périphériques connectés en 4G qu'en 3G à des âges équivalents. Enfin, on a réellement aujourd'hui avec cette nouvelle technologie, notamment parce qu'elle est basée sur l'IP, une explosion des utilisateurs. Plus d'utilisateurs, si je reprends le slide précédent, c'est aussi plus de devices. Ces devices sont majoritairement des smartphones, mais aussi des routeurs. C'est-à-dire que quand on vous dit que le marché croît de 20 à 30, entre 20 et 40 millions d'utilisateurs supplémentaires chaque trimestre depuis 2012, ça veut dire aussi que quand 30% de ce marché sont des routeurs, c'est 30% de 20 à 40 millions de périphériques vendus dans le monde sont des routeurs. Ce qui explique que vous voyez fleurir chez des constructeurs comme D-Link des offres routeurs très larges et de plus en plus importantes pour répondre aussi à cette demande du marché qui n'est pas simplement une demande liée à des smartphones. Ce qui me permet de vous parler un tout petit peu de produits et très rapidement, vous allez donc retrouver chez nous deux types de périphériques capables de se connecter. Alors, j'y vais largement, excusez-moi, pardon, capables de se connecter en 3G ou en 4G. Si on parle de 3G, alors 3G+, ou H+, ce que vous voyez parfois, ou Dual Carrier, ce que vous voyez chez certains opérateurs qui sont de la 3G améliorée. On va parler presque de 3,9G, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'IP. Vous avez des dongles USB type DWM 157 avec différentes évolutions matérielles qui permettent principalement de changer le design ou de rajouter des bandes de fréquences exploitables. Et puis surtout, alors on parle de 21 mégas, et puis surtout la DWM 221 qui est tout là-haut, qui est un dongle aussi USB qui permet de se connecter en LTE. Alors LTE c'est la 4G, c'est bien de connecter en 4G, et évidemment qui est rétrocompatible en 3G, 3G+, ou H+, avec des débits qui sont supérieurs aux 50 mégabits. On est là encore une fois, alors on parle d'IP et on parle de débit beaucoup plus important. Donc ça permet de rendre compatible 4G n'importe quel périphérique portable, typiquement un ordinateur, simplement. Et puis ce qui est important, c'est toute la partie routeur mobile. Alors, la mobilité, c'est un thème. C'est pas simplement de dire que je me connecte en mobilité en 4G, mais c'est aussi de dire que je peux emmener mon périphérique partout où je veux avec moi et de pouvoir partager ma connexion 4G avec un ou plusieurs utilisateurs. C'est le principe des routeurs que vous voyez ici, des WR730, des WR830, des WR932. C'est la capacité à pouvoir très facilement connecter mon périphérique, qu'il soit alors 3G ou 4G, 4G pour le DWR 932, de pouvoir l'emmener facilement partout avec moi, de le connecter au réseau 4G de mon opérateur et d'avoir où je me trouve pour plusieurs utilisateurs un débit important et qui pour la plupart des offres opérateurs, et je pense notamment au grand public, je ne vais pas dire qu'elles sont gratuites, mais elles sont de plus en plus intégrées. Je prends le cas des particuliers, vous prenez un abonnement free à 14,99 € ou à 15 €, même un abonnement à 2 €, vous avez la 4G intégrée avec plus ou moins de limites. Et en général, ils vous mettent une limite de téléchargement de l'ordre de 2, 3 ou 4 gigas. Et au-delà de cette limite de téléchargement, vous avez un débit qui est bridé, simplement pour éviter de faire exploser les consommations des utilisateurs. 3 gigas si dimensuellement, c'est énorme. Donc pour un particulier, mettre une puce à 14 € ou à 2 € dans un routeur de ce type-là, c'est intéressant parce que ça permet d'emmener ça partout, y compris, et même si je trouve ça très particulier comme utilisation, mais à la plage. Il n'est pas rare de voir
tout un troupeau d'adolescents ou tout un troupeau d'utilisateurs le nez dans son smartphone à la plage. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous le même opérateur, ils n'ont pas tous de la 4G. Bon, s'il y en a un qui a un petit routeur qui permet de partager de la communication 4G, c'est très bien. Et puis, vous avez des utilisateurs professionnels qui s'assoient, qui vont à la plage avec leurs enfants, et puis qui vont s'asseoir à une table pour pouvoir travailler. Et ils ont besoin aussi de 4G et d'avoir de la mobilité dans leur connexion 4G. Donc ces routeurs vous permettent finalement d'avoir la réponse. Alors 3G, 3G+, H+, pour les DWR 730 et 830, et en 4G pour le DWR 932, et il y a aussi le DWR 921, je vous ai mis en annexe tout à l'heure, qui permettent d'avoir des périphériques mobiles. Le DWR 921 n'est pas lui un périphérique mobile puisqu'il nécessite d'être connecté en permanence et branché, mais il est intéressant dans un monde d'entreprise puisqu'il est une solution tout à fait, enfin, c'est un routeur avec un port WAN qui permet d'aller connecter un ADSL classique, mais qui a aussi la capacité de venir intégrer une carte SIM en son sein avec 2 antennes 4G déportées, qui permettent de très bien capter le signal 4G et pourquoi pas de s'appuyer sur la 4G en backup ou même en solution principale pour aller transiter de la voix par exemple et de repartir en ADSL pour tout ce qui est data. Vous allez voir que globalement, ces offres vont continuer à s'élargir et à grandir avec des systèmes. Alors, qu'on va retrouver directement dans les produits. Et là, ce ne sont pas des routeurs en tant que tels, mais vous allez retrouver demain de plus en plus de caméras intégrant la capacité non pas simplement de communiquer, enfin de streamer des flux multimédia en 4G ou en 3, ce qu'on appelait la 3GPP même à l'époque, c'est-à-dire qu'on encapsulait l'image dans un format très petit et très léger, hein, mais de pouvoir demain intégrer une carte SIM ou une puce SIM directement dans des caméras, par exemple, directement dans des objets connectés. L'avènement des objets connectés va faire exploser la demande de connectivité et de mobilité sur des réseaux 4G et sur les réseaux de prochaine génération. Je vais m'arrêter sur un cas pratique très simple qui est finalement la demande permanente des utilisateurs quand ils mettent en œuvre une solution de vidéosurveillance dans des entreprises, qui est de pouvoir se connecter avec son smartphone, connecté en 4G, éventuellement derrière une box, un routeur qui lui-même pourrait être en 4G et aller attaquer à travers un serveur d'enregistrement des caméras de vidéosurveillance que je stream à travers mon smartphone. On sait déjà faire ça très très bien avec de la 2G ou de la 3G, mais avec une qualité d'image qui est nécessairement dégradée puisque l'upload et le download sur de la 2G, 3G ou même de la 3G+, est quand même relativement limité. Avec la 4G, on va être capable beaucoup plus facilement de faire transiter sur des réseaux mobiles des flux de caméras vidéosurveillance en HD, hein, puisque même si ma caméra diffuse un flux permanent de 3 ou 4 mégasecondes, j'ai théoriquement la capacité de pouvoir streamer à travers le réseau mobile 4G ce flux de 3 mégasecondes sur mon smartphone, sur mon application permettant de me connecter à ma caméra. Alors j'ai repris un slide d'une présentation que j'ai pu faire notamment sur les nécessités de sécurisation des accès distants. Alors notamment si vous voulez pouvoir attaquer des caméras à distance au travers d'un smartphone, il faut que vous puissiez avoir une adresse IP publique au niveau de votre routeur et que cette adresse IP publique soit ou non fixe. Hein, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir aussi interconnecter et attaquer un réseau extérieur à travers une adresse IP dynamique par le recours d'un DIN DNS. Par contre, si on veut le faire directement, et c'est là qui est la petite subtilité, si votre routeur est un routeur 4G et que votre diffusion se fait exclusivement en 4G, vous n'avez pas d'ADSL, vous n'avez pas de SDSL, vous n'avez pas d'IP fixe, vous allez vous connecter au réseau de l'opérateur, aux APN des opérateurs, avec une adresse IP un peu particulière qui n'est pas une adresse, qui est une adresse IP privée, privative, et qui vous permettra pas de vous connecter à vos périphériques. Et si vous voulez utiliser un DIN DNS, ça marchera pas bien. Donc il y aura nécessité de demander à votre opérateur une adresse IP publique, fixe ou non, à travers une offre qui est l'offre machine to machine des opérateurs. C'est le cas où vous voulez connecter votre réseau uniquement à travers un réseau 4G.
C'est ce que je viens de vous dire ici. Donc finalement, si je veux attaquer des caméras à distance qui sont connectées sur un réseau mobile, hein, c'est-à-dire que la caméra n'est accessible que par un réseau mobile, que par un routeur 4G par exemple, mais il va falloir que vous ayez une adresse IP publique de votre opérateur. Mais attention, les adresses IP qui sont fournies par défaut sur des réseaux 4G par les opérateurs sont finalement des masques privés de type 10, XXXXX. Ça suffit pour aller sur Internet, ça suffit pour aller sur YouTube, ça suffit pour aller vous connecter à vos applications à distance. Ça n'est pas suffisant dès lors que vous voulez attaquer des flux de vidéosurveillance, des flux de caméras à distance, caméras connectées sur un routeur mobile. Donc vous allez devoir demander à votre opérateur une adresse IP publique qui soit fixe, une vraie adresse IP publique, qui soit fixe ou non, et sont en général chez les opérateurs les offres qui s'appellent les M2M, machine to machine. Vous allez les retrouver chez tous, enfin en tout cas tous ceux qui travaillent dans le segment professionnel, c'est-à-dire SFR et ses dérivés, Orange et ses dérivés, et Bouygues et ses dérivés. Dérivés étant les MVNO en général. À ma connaissance, Free n'en propose pas. Cette adresse IP pourra donc être statique ou dynamique, et vous allez pouvoir, si elle est dynamique, vous appuyer sur un DIM DNS. Si vous voulez vous appuyer sur un DIM DNS à travers une offre classique 4G d'un opérateur, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire si vous voulez attaquer votre caméra connectée à un réseau mobile directement et d'un APN d'un opérateur, elle n'aura une adresse IP qui, même si elle vous permet éventuellement d'aller sur Internet pour un PC en data, vous permettra pas de streamer à distance un flux de vidéosurveillance. J'insiste bien sur le fait que c'est si cette caméra distante, ce qui est une demande du marché d'ailleurs, est connectée sur exclusivement un réseau mobile. Par exemple, dans les transports en commun. Métro, bus, taxi, enfin tout ce qui ferait appel à de la sécurité qui par nature est mobile, fait appel à des réseaux 4G, et ces réseaux 4G, pour pouvoir les interfacer avec un smartphone ou avec un périphérique mobile à distance, vous avez nécessité de vous appuyer sur une offre spécifique des opérateurs. Ces offres machine to machine vont de plus en plus se développer puisqu'elles sont très demandées dans les métiers de la sécurité, et elles vont de plus en plus se développer avec l'avènement des objets connectés sur le marché. Ça c'est une aparté dans un mode d'utilisation qui peut être intéressant sur la 4G. Alors évidemment, et j'en reviens à ce que je disais au départ, la 4G est aussi intéressante dès lors qu'on parle de voix sur IP, puisque par nature elle est construite sur un cœur IP, ce qui va nous permettre de parler de convergence IP, et ce qui va nous ouvrir tous les avantages de l'IP au travers ces réseaux qui deviennent de plus en plus déployés, de plus en plus stables et avec des débits de plus en plus importants. Hein, alors évidemment, j'ai tendance à dire et à penser qu'en France, on en est encore dans pas mal de zones au balbutiement de la 4G, mais pas que. Mais pas que. Là, ici, je vous montre un usage spécifique qui est un usage de vidéosurveillance, mais on a aussi eu et été amené à accompagner un installateur qui travaille avec une société nationale qui déploie des caisses enregistreuses connectées dans des magasins, une chaîne de magasins importante nationale de jardinerie. Ils ont besoin que ces caisses soient connectées sur un réseau mobile directement pour aller remonter des informations parce qu'elles ne sont pas câblées, elles ne peuvent pas être câblées. Et ce sont plusieurs centaines de routeurs 4G intégrés derrière des systèmes d'encaissement par nature qui peuvent aussi être mobiles. Donc on a des usages qui sont presque, je ne vais pas dire sans limite, mais quasiment, puisqu'on intègre des mini-routeurs avec des batteries qui ont une durée de vie importante, qui se rechargent naturellement et facilement par des mini USB, qu'on va pouvoir coller derrière des caméras, qu'on va pouvoir coller derrière des terminaux, type des systèmes d'encaissement par exemple, et qui vont nous ouvrir la possibilité d'aller récupérer des informations ou streamer des informations à haut débit, en IP, à travers nos terminaux mobiles, quel que soit l'objet connecté. J'en ai terminé avec cette présentation, Pierre. J'ai essayé alors même en n'étant pas moi-même opérateur, mais de vous donner quelques éclaircissements sur la 4G. Et puis, puisque vous avez participé à ce webinaire aujourd'hui, et on vous en remercie, au travers ACTN, on vous fait deux offres.
de découverte de deux produits 4G. Alors la clé, hein, la clé USB qui va bien, le dongle DWM221 et le DWR932 qui est un routeur, enfin un hotspot personnel, hein, littéralement, dans lequel vous allez mettre une carte SIM et qui va vous permettre de balader votre routeur 3G partout, qu'il soit ou non alimenté électriquement, et qui va permettre de diffuser ça, par exemple dans des salles de réunion, connecter une salle en 4G et puis aller rediffuser, ou quand vous êtes sur des événements, l'événementiel, si vous avez des clients qui travaillent dans l'événementiel, c'est des fois plus simple de tout connecter en 4G. Par exemple, au salon du Bourget où ils vendent beaucoup d'avions, Orange qui a généralement le marché de l'équipement 4G du Bourget déploie un maximum d'antennes 4G à ce moment-là, justement parce que de très nombreux utilisateurs viennent se connecter à un réseau en 4G pour travailler avec soit des smartphones, soit des tablettes, soit des routeurs de ce type, hein, qui permettent de mettre en œuvre une réunion improvisée avec le monde entier finalement, très simplement en 4G, et de partager cette connexion à des multiples utilisateurs. En plus de ça, je vous ai mis en annexe, parce que je trouve un peu un peu rédhibitoire de le faire dans une présentation. Je voulais plutôt parler de la technologie et de ses avantages. Je vous ai mis aussi en annexe le détail de chacun des produits 3G, 4G, D-Link. Et vous allez y retrouver, alors je n'en prendrai qu'un, par exemple le DWR 730 qui fait de la 3G, 3G+. Vous allez y retrouver toutes les informations intéressantes de connexion, alors notamment les débits. Et si on parle d'un produit 4G, je vais en prendre un d'ailleurs par exemple. Vous allez retrouver des débits en download et en upload qui sont bien supérieurs à ce que vous pourriez retrouver en 3G, 150 mégas contre du 20 mégas de l'autre côté. Vous allez y retrouver les bandes de fréquences sur lesquelles vont pouvoir travailler ces périphériques. Ici par exemple 850, 1900, 2000, 900, 1900, 2100 pour de la 3G par exemple. Est-ce que ils sont constitués, et la plupart c'est le cas, d'une capacité à communiquer en Wi-Fi, c'est-à-dire à rediffuser cette connexion 4G à de multiples périphériques en Wi-Fi, et puis le système de charge s'il y en a un, la batterie s'il y en a une, la sécurité, etc. Enfin la capacité à rajouter une carte SD ou micro SD pour aller faire du stockage interne. Par exemple, pour un taxi, connecté à un périphérique de ce type, alimenté en mini USB par son allume-cigare, avec une micro SD intégrée, dans lequel il aurait quelques dessins animés pour des gamins qui seraient avec leur petit smartphone, que leurs parents leur prêtent leur smartphone, et puis se connectent au Wi-Fi qui est dans le taxi. Ils ont une connexion 4G s'ils veulent aller sur le net, mais ils ont aussi des petits dessins animés qu'ils peuvent regarder sur un terminal mobile connecté avec une carte SD dans le routeur 4G directement. On peut imaginer plein de choses. Donc vous retrouverez les spécifications techniques des différents produits directement en annexe de ces présentations, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré avant. Voilà. Merci Pierre, t'es Luc avec nous? Ouais. pour cette présentation. Donc visiblement la connexion 4G depuis Lille a bien tenu. Oui, je l'ai testé en direct. Voilà, Et ça marche exactement. bien. C'est la preuve, la démo en live. Donc merci pour cette présentation. On est un petit peu pressé par le temps, malheureusement, encore une fois aujourd'hui, puisqu'on a présenté beaucoup de choses, c'était très intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais proposer quelques questions à Luc. Dis voir. Et puis on t'enverra la suite des questions, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc notamment en ce qui concerne, mais tu en as rapidement parlé là des caractéristiques techniques, je pense qu'on aura la réponse dedans. Quelle est la portée du DWR 932? Me demande Monsieur Leclerc. Alors la portée Wi-Fi, Oui. j'imagine. Alors ce sont des antennes intégrées. Alors je sais pas, tiens d'ailleurs, c'est une bonne question. Là, c'est du 2 par 2, donc ça doit être des antennes de probablement intégrées de 3 ou 4 dB. C'est pas fait pour porter sur des longues distances. Je dirais que sur un rayon d'une dizaine de mètres, 10 ou 15 mètres, c'est très bien. Un peu comme une petite bande Wi-Fi, hein. Un peu comme une petite bande Wi-Fi, comme un DAP 2310 par exemple, hein, qui couvrirait des zones
relativement. Alors, attention, hein, encore une fois, c'est du Wi-Fi, donc il y a des obstacles, mais je dirais quelques dizaines, enfin 10, 15, 20 mètres sans trop de soucis. C'est du N en plus, enfin c'est du N 150. Donc on rend un D'accord. Donc, débit qui est pas salle de réunion, bureau, compter un rayon d'une dizaine de mètres pour avoir quelque chose de correct, hein. Alors après on peut toujours s'éloigner et le Wi-Fi fonctionne de telle manière que si on le voit et qu'on arrive à se connecter dessus, la borne Wi-Fi intégrée va tâcher de communiquer avec le périphérique, mais elle peut communiquer avec un débit qui est très faible, qui sera du coup nettement plus faible que le débit 4G que vous avez, hein. ok, donc on transmet la réponse à Monsieur Leclerc. J'ai une question de Monsieur Moreau qui demande si la qualité de service à ce jour de la 4G n'est pas liée au fait qu'il y ait peu de périphériques clients en circulation. Si, Si, parce que tous les périphériques qui se connectent sur une même cellule 4G se partagent la bande passante. Il est évident que plus on a de périphériques connectés et plus on partage la bande passante et plus on a potentiellement des utilisateurs qui vont en faire un usage intensif. Notamment la vidéo. Je disais tout à l'heure que plus de 50% des vidéos consultées sur des sites comme YouTube ou Dailymotion sont faites par des terminaux mobiles, la plupart du temps connectés en 4G parce que c'est des gens qui s'emmerdent dans les transports en commun et qui vont regarder la télé, par exemple, qui vont regarder une vidéo ou partage d'une vidéo. Évidemment, plus ils seront nombreux et plus ils sont nombreux à faire ça, et plus les réseaux 4G seront sollicités. Maintenant, les déploiements sont pas terminés et les opérateurs sont quand même capables de brider certains systèmes. C'est d'ailleurs ce que fait par exemple Free, qui, si vous voulez récupérer une vidéo, même s'ils disent que c'est faux, hein, si vous voulez streamer une vidéo sur YouTube par exemple, il vous bride le débit. C'est aussi pour ça que, en général, dans les forfaits 3G, 4G, pardon, il y a des limites de téléchargement, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez regardé une grosse vidéo de 600 mégas, ou si vous regardez la télé sur IP, enfin la télé en 4G, je vous prie de croire que vous allez très rapidement saturer votre débit, hein, très très rapidement. Donc c'est pour ça aussi que les opérateurs mettent des limites en général de 2, 3 ou 4 gigas sur les forfaits commercialisés notamment pour le particulier. Dans le segment professionnel, c'est un peu différent parce que dans la mesure où on est sur une technologie IP, ils sont capables très facilement, d'ailleurs, et Free le fait pour YouTube, hein, par exemple, de brider certaines communications, en tout cas d'en limiter la portée et d'en limiter la consommation sur le réseau 4G. Mais plus on aura d'utilisateurs connectés et plus on aura un réseau, je ne vais pas dire saturé, mais chargé. Ceci étant, et c'est vrai aussi, c'est comme le Wi-Fi, hein, on part sur des débits qui sont très largement supérieurs au débit 3G. Là, on parle DWR 932 qui est devant nous, on discute en download de 150 MB, en upload de 50 mégas. Moi, j'ai pas une connexion ADSL, même partagée, qui soit capable d'aller aussi vite, hein. En SDSL, c'est pareil, hein. Faites confiance aux opérateurs pour réussir à protéger le professionnel et à le faire payer. Le J'ai M2M, c'est ça, hein. ouais, ok. Donc j'espère que la question vous satisfait. Ça va, a priori, ça va dans le sens de ce que vous pensiez, Monsieur Moreau. Je vais vous donner la parole d'ailleurs, parce qu'il a plusieurs questions, et ensuite on aura Allons-y. une dernière question pour toi, Luc. Donc là, Monsieur Moreau, vous nous entendez? Oui, tout à fait, ouais. Bonjour. Alors, bonjour, vous avez plusieurs questions, donc c'est pour ça que je vous donne la parole, puisque vous aviez plusieurs demandes, donc vous pouvez les exprimer à Luc, il vous écoute. Oui, par rapport à ce que vous aviez dit sur les offres M2M, je voulais savoir si tous les opérateurs aujourd'hui avaient des offres M2M. J'ai été en contact avec Orange et Bouygues déjà, Alors, mais Orange, est-ce Bouygues, que ça SFR, oui. diffère en fait? Est-ce que Free en fait? À ma connaissance, non. Mais Free a toujours dit que le marché professionnel l'intéressait pas, hein. Mais et typiquement le M2M, c'est ça. Alors après, il y a aussi alors j'ai plus son nom en tête. Il y a un opérateur français qui un peu particulier, qui ne met en œuvre des connexions que pour les objets connectés. Euh, c'est une start-up.
qui apparemment fonctionne très très bien, mais je retrouve plus son nom. J'essaierai de vous retrouver ça. C'est une start-up française qui ne fait que ça en fait. Mhm. Et c'est un opérateur un peu particulier qui ne fait que ça. Peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur ici. Maintenant, dans les opérateurs historiques, SFR, Orange et Bouygues, vous le trouverez. Cherchez sur internet M2M SFR et vous le trouverez sans problème. D'accord. Euh, Ils et vous proposent aujourd'hui, même des développements spécifiques d'ailleurs autour de ça, c'est-à-dire même développer des applications spécifiques. ah, d'accord. Et est-ce quel serait dans votre offre aujourd'hui un produit qui serait routeur, mais quand même avec de la connectivité filaire, en sens où moi j'ai besoin de ce type de produit pour associer à des automates sur des projets, on va dire de façon ponctuelle. Ouais. Euh, Je sais pas si vous voyez mon écran là, regardez SFR par exemple, hein, mais ok, super, ouais. objet connecté et typiquement les machines communiquent, les automates, tiens, ça peut être un bon exemple, ouais. Mhm. Alors, il vous faudrait du filaire et de la 4G. Oui, j'ai ça. Il est là. DWR 921. C'est un routeur. Alors là, il faut l'alimenter électriquement, hein. C'est un routeur. Les deux antennes Mhm. que vous voyez sont deux antennes 4G. Ce sont pas les antennes Wi-Fi. Donc ça vous permet éventuellement de les enlever et d'en mettre, enfin d'en déporter à l'extérieur. Il y a aussi eu un débat autour de la 4G qui disait que ça, notamment dans les bandes de fréquence de 2600 MHz, qui passait mal à l'intérieur des bâtiments, voire même qui rentrait en conflit avec la TNT. Euh, il y a même des antennistes qui posent des systèmes de filtres quand ils modifient des antennes TNT, hein, pour éviter de rentrer en compétition avec la 4G. Mais toujours est-il que vous pourriez déporter les antennes. Vous avez la capacité de connecter à un port WAN, donc avoir une connexion ADSL, SDSL classique, d'y D'accord. intégrer dans un slot une carte SIM Mhm. directement dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir un dongle USB où vous allez vous faire piquer ou qui va se faire arracher. Vous mettez la carte SIM directement dans le produit et on repart après sur un routeur qui a 4 ports LAN. D'accord, super. Ça, typiquement, c'est des produits qu'on a validés. Alors, on avait le même en 3G, qui était le DWR 512. C'est typiquement le type de produit qu'on a validé justement derrière des caméras. Vous en voyez peut-être Mhm. un peu une fois de temps en temps dans certaines communes, ce sont des caméras dites mobiles. C'est une espèce de grosses excroissances qu'on vient mettre sur un luminaire en ville qui intègre une caméra motorisée, une batterie, éventuellement alimentant en solaire ou qui peut aller repartir après sur le réseau électrique de la commune quand il est disponible, et un routeur 4G. Moi, Parce que j'avais la utilisé caméra, un nouveau routeur qui est associé en fait à une clé 3G. Je sais plus la référence, mais alors un- ça devait être, ouais, alors je sais même pas si on les a encore. Euh, C'était ça, des WR c'est 116 ou l'équivalent des de ça, WR. mais une version encore plus vieille, quoi. Oui, plus ancienne, ça évolue Ah, beaucoup, hein, parce que ça évolue beaucoup. voilà. Là, on parle de 4G, mais vous voyez, il faut y mettre un dongle ici. C'est pas le cas du DWR 921. D'accord. Voilà, où vous insérez directement la carte SIM à l'intérieur. Dans des environnements où ça risque de prendre des coups, voilà, de toute façon, enfin, une clé USB, vous la faites piquer, hein. Il y a déjà Ouais, des utilisateurs qui piquaient les antennes des bandes Wi-Fi. Vous pouvez rien en faire, hein, mais ils les enlevaient. Donc une clé USB, sans trop savoir à quoi ça sert, ils vont la prendre. L'avantage de pouvoir la mettre à l'intérieur, enfin de mettre la carte SIM directement à l'intérieur du routeur, ça permet de repartir en RJ45 vers l'automate, et parce comment que ça passe, ou vers la caméra, comment quoi. ça passe la, est-ce que ça peut être un routeur, on va dire, sécurisé au sens où on peut avoir une connexion WAN sur un modem ADSL d'un côté et la connexion 4G en supplément? Comment se fait la gestion de l'un vers l'autre? C'est-à-dire J'ai de peut-être sur partager un une bande passante. projet où vous voulez avoir une connectivité pour sûr. Luc, excuse-moi, je vous Ah, propose, parce que là on est un petit peu pressé par le temps et il y a beaucoup de questions, vous d'échanger m'envoyez par ça par mail, email. ouais. Parce que là, Voilà, c'est un peu exactement. technique, je voudrais me faire valider. Voilà, Je vois ce que vous tout à voulez fait. faire, hein. Je vois ce que vous Donc on va voulez faire. essayer Mais faire de. valider la bascule des deux. Est-ce qu'on est sur un WAN avec un 4G en backup ou est-ce qu'on peut faire une partage de charge et d'avoir à Ouais. droite certains de la data center et d'avoir sur la 4G par exemple vos machines. Voilà.
C'est plus de la curiosité au sens où de temps en temps j'ai à faire des prescriptions, donc au moins sachant les capacités de la machine, ça me permet de comprendre un peu mieux. Envoyez-moi un petit mail là-dessus. Merci, Sur Monsieur ça, Moreau. Excusez-moi, on vous mon entend adresse. très mal. Je suis obligé de couper le lien. Luc, Ouais. excusez-moi de vous interrompre, mais là, c'était un petit peu, la qualité était pas terrible. Et il y a beaucoup de monde qui a des questions. Donc, vu l'horaire, je vais envoyer les On questions renvoie tout, je par répondrai à tout email. le monde. Ouais. Voilà, Ouais. exactement, ce sera plus simple. Juste un dernier mot, donc, pour vous remercier de votre participation. Si vous avez des questions, comme comme je vois qu'il y en a pas mal, vous pouvez les envoyer à webinar@actn.eu, webinar au singulier, ou à l'adresse que vous voyez à l'écran, luc.debert@delink.com. Surtout, n'hésitez pas donc à profiter de l'offre découverte spéciale pour ce webinaire qui vous permet de tester deux produits en rapport avec le sujet du jour et donc que vous a présenté Luc. Moi, je vous rappelle donc les prochains rendez-vous qui sont un webinaire consacré à la sécurité informatique, donc la semaine prochaine avec CyberHome, le 5 juin. Donc, on continue notre série de 4 webinaires qui nous mènera donc jusqu'à fin juin. On a commencé aujourd'hui par la mobilité. Il y aura aussi du Wi-Fi contrôlé, de la vidéo et donc de la sécurité réseau. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et vous verrez dans l'agenda toutes les dates et tous les sujets. Luc, je te remercie et je te donne rendez-vous en ce qui nous concerne pour d'autres sessions, certainement à la rentrée de septembre. Merci beaucoup à tous Très et bien. Merci. bon week-end. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.